Vous savez qu'on parle aujourd'hui du retour de conflits de haute intensité et la question des stocks de munitions est majeure. Et pas plus tard qu'avant-hier, le secrétaire général de l'OTAN déclarait que les pays de l'OTAN consommaient aujourd'hui davantage de munitions qu'ils n'en produisaient, donc avec un affaiblissement des stocks. Et nos deux rapporteurs, Vincent Bru et Julien Rancoul, ont mené près d'une vingtaine d'auditions et effectué 2 déplacements pour comprendre cette évolution, tenter d'identifier les principaux leviers d'une stratégie qui viserait à recompléter nos stocks de munitions pour nos armées, mais également à améliorer les flux de production industrielle. Donc voilà, je ne suis pas plus long. Messieurs, je vous cède la parole et je précise quand même que lors de notre prochain déplacement en Dordogne, chez notre collègue Jean-Pierre Cubertin-Front notamment, nous aurons l'occasion de visiter la poudrerie de Bergerac pour ceux qui veulent également approfondir le sujet. Messieurs les rapporteurs, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, Julien et moi, nous voulons remercier Aude Delvaux et Apolline Claude qui nous ont accompagnés pour la rédaction de ce rapport, bien évidemment, ainsi que toutes les personnes qui ont accepté d'être auditionnées ou qui nous ont reçus sur site, comme vous venez de le rappeler, Monsieur le Président. En fait, la dégradation globale des stocks français de munitions depuis la fin de la guerre froide semble être devenue insoutenable, tant au regard du contexte stratégique que des ambitions militaires de la France. Conséquence des dividendes de la paix, cette dégradation a entraîné une structuration de la filière munitionnaire selon une logique de flux et non pas une logique de stock. Décidée lors de la professionnalisation des armées en 1996, amplifiée par la RGPP, la Revue générale des politiques publiques, en 2007, puis par la crise économique de 2008, la réduction drastique des formats des armées et l'adoption d'un modèle d'excellence échantillonnaire ont fait des munitions, il faut bien le reconnaître, une variable d'ajustement budgétaire. Les attentats terroristes islamistes de janvier puis de novembre 2015 ayant mis un coup d'arrêt à cette politique de réduction massive des budgets militaires, l'amorce de complètement des stocks depuis 2016 permet de stopper l'hémorragie. La loi de programmation militaire 2019-2025 inverse la trajectoire à la baisse des stocks de munitions. Au début de la crise sanitaire, en mars-avril 2020, l'épisode de pénurie de masques respiratoires de protection vient quant à lui rappeler l'importance cruciale de disposer de stocks stratégiques pour faire face à l'imprévu. Un constat apparu avec encore plus d'éclat depuis le retour du conflit de haute intensité sur le continent européen. Un changement de paradigme s'impose désormais en matière de stock. Le retour d'expérience du conflit ukrainien illustre les multiples atouts stratégiques que recèle la constitution de stocks de munitions. L'impératif de reconstitution des stocks militaires est d'ailleurs un constat partagé par de nombreux pays occidentaux. Ce constat étant énoncé, la reconstitution des stocks de munitions soulève des enjeux très différents selon que l'on considère les munitions simples ou des munitions complexes. Si la filière munitionnaire française est relativement homogène dans son organisation, structurée autour de grands maîtres d'œuvre et de sous-traitants en dialogue permanent avec les forces armées, les munitions balistiques sont associées à une production de masse, tandis que les munitions propulsées, que sont des missiles et les torpilles, sont plus complexes à produire. Hautement technologiques et propres à l'engagement dit de haut de spectre, ces munitions se distinguent par leur portée, leur type de mission qui leur est assigné et leur technicité, générant bien évidemment des coûts de développement élevés et requérant bien souvent une coopération internationale. Sans missile ou sans torpille, un bâtiment ou un aéronef perd de sa fonction essentielle. Un Rafale n'est plus un avion de chasse, une frégate n'est plus un bâtiment de guerre et un sous-marin ne fait plus peser de menaces. Dans la marine, par exemple, les munitions complexes permettent d'avoir l'avantage sur les adversaires de premier rang qui souhaiteraient restreindre la liberté d'action des forces navales françaises dans les espaces aéromaritimes contestés. Dans le cadre d'opérations d'entrée en premier, ce type de munitions permet d'emporter le combat en mer pour ensuite frapper dans la profondeur des terres à l'aide de chasseurs. Les missiles peuvent frapper depuis la mer des objectifs stratégiques à terre ou en mer, ou encore intercepter d'autres missiles pour défendre la force navale contre les attaques adverses. La complexité des missiles et des torpilles s'explique par plusieurs facteurs, notamment le rôle clé de la recherche-développement,
la pluralité des niveaux de sous-traitance et le temps de programmation, puis de fabrication de ces munitions, pouvant s'étaler au total sur une quinzaine d'années. Nous présentons dans notre rapport une synthèse des principales munitions complexes, de leur mission, de leur portée et leur milieu, ainsi que leurs atouts propres. Nous tenons à préciser qu'en matière de munitions, les chiffres sont classifiés et qu'il ne nous a pas été possible d'en fournir dans notre rapport. Nous le regrettons quelque peu, mais nous comprenons l'impératif de ne pas divulguer ce type d'éléments auprès de nos compétiteurs. Nous précisons aussi que pour la même raison, nous avons totalement exclu le nucléaire de notre champ d'investigation. La conception, la production, le cycle de vie des munitions s'étalent dans un temps long qui contraste avec la rapidité de la frappe, la vitesse supersonique de nos missiles et l'attrition trop tôt venue. Bien qu'après des années de pénurie, le contexte actuel suscite un sentiment d'urgence à reconstituer nos stocks, ce contraste entre temps de production et temps d'emploi incite à prendre le temps de la réflexion nécessaire à l'anticipation d'une stratégie à long terme qui aurait un impact sur la filière des munitions dans les décennies à venir. Point qui nous paraît capital et sur lequel nous tenons tous deux à insister. La reconstitution des stocks suppose donc la prise en compte des armées, par les armées des enjeux à la fois stratégiques, capacitaires et logistiques globaux. Enjeux capacitaires d'abord, qui sont corrélés aux ambitions stratégiques de la France. La reconstitution des stocks doit se faire en harmonie avec des hypothèses d'engagement envisagées et également l'accroissement des besoins dus à l'intensification de la préparation opérationnelle. On pourra venir si vous voulez. La reconstitution des stocks doit aussi tenir compte d'une certaine cohérence capacitaire entre nos trois armées et également entre les couples vecteurs et munitions, ou encore entre le haut et le bas du spectre, équilibre que nous appellerons panachage. Enfin, les jeux logistiques tenant à la sécurité et à la périssabilité des munitions conditionnent cette montée en puissance. Merci. C'est pourquoi nous proposons d'adapter le recomplètement des stocks de munitions à des hypothèses d'engagement renouvelées, de favoriser l'utilisation de munitions réelles dans le cadre de la préparation opérationnelle qui tend à s'intensifier et de favoriser le panachage de munitions entre masse et technologie. Point qui nous paraît capital, sur lequel nous tenons tous les deux à insister, la complémentarité entre munitions de saturation et de munitions intelligentes met en évidence la nécessité d'assurer un panachage pertinent, que ce soit pour l'artillerie, la défense anti-char ou la défense anti-aérienne. Il faut suffisamment de munitions simples pour traiter 90% des objectifs et une large gamme de munitions complexes destinées à traiter 10% des cibles trop résistantes pour des munitions simples. La constitution des stocks et le stockage des munitions sont aussi soumis à de multiples contraintes logistiques. De fait, la sécurité pyrotechnique repose sur un cadre normatif très strict, les munitions étant des objets par nature dangereux. L'impératif de sécurité commande non seulement des normes, mais aussi toute une culture pyrotechnique que nous avons pu constater lors de notre déplacement sur le site du SIMU, Service interarmé de munitions, à Savigny-en-Septaine, près de la base aérienne d'Avorn, près de Bourges. Cet impératif de sécurité impose aussi des contraintes logistiques majeures pour le stockage de nos munitions, en particulier des igloos que nous avons pu visiter, des magasins enterrés ou semi-enterrés, des poudrières, des cavernes. Nous estimons que les normes applicables sont essentielles en ce qu'elles offrent des garanties de sécurité et de protection vis-à-vis des personnels et qui augmentent de ce fait l'acceptabilité de nos munitions. Cependant, bon nombre de normes applicables aux militaires répondent aux exigences résultant d'accidents survenus dans le secteur industriel civil. Nous estimons pour notre part que des exigences normatives applicables aux armées devraient être mieux proportionnées aux enjeux de sécurité réels en privilégiant une approche de gestion du risque. La simplification des normes est d'ailleurs encore plus nécessaire dans la perspective d'un conflit de haute intensité. De même, la périssabilité des munitions doit, par définition, être anticipée, raison pour laquelle les armées échelonnent leurs commandes afin de ne pas devoir renouveler tous les stocks en même temps.
Il s'agit aussi d'optimiser le maintien en condition opérationnelle des missiles en améliorant la disponibilité des parcs. Sur ce point, nous préconisons, lorsque c'est possible, bien sûr, ce n'est pas toujours le cas, de réinternaliser le maintien en condition opérationnelle des missiles, aujourd'hui assuré par les industriels, MDPA en particulier. Nous proposons aussi de prévoir systématiquement, dans les contrats de maintenance, des clauses stipulant un seuil minimal de disponibilité des missiles. Enfin, nous jugeons opportun que, lorsque c'est possible, les industriels puissent assurer, le cas échéant, le maintien en condition opérationnelle des munitions au plus près des opérations, sur des bases projetées, ce qui éviterait aux missiles de faire des allers-retours entre les bases et les sites de production, en particulier à Bourges. Si la politique de remontée des stocks relève des armées, l'intensification des flux de production relève des industriels, et c'est un complément indispensable à la reconstitution de nos stocks. Le besoin de masse et d'épaisseur qui ressort des retours d'expérience des champs de bataille met en lumière l'indispensable continuité entre stock et flux, devant permettre aux forces sous faible préavis de prendre l'ascendant opérationnel sur l'adversaire. Les stocks assument surtout un rôle tampon permettant à la production industrielle de prendre rapidement le relais au soutien des forces armées. L'enjeu est donc d'adapter la base industrielle et technologique de défense française, la BITD, aux exigences d'un champ de bataille durci. C'est l'objet de l'économie de guerre. Dans cette perspective, garantir la soutenabilité économique des entreprises munitionnaires, mises à l'épreuve par les dividendes de la paix, en assurant la visibilité et la régularité des commandes, est un préalable. Les acteurs industriels auditionnés, d'ailleurs, ont unanimement souligné le manque de visibilité de la commande publique qui les prive de toute faculté d'anticipation des besoins des forces, dans les stocks sont évidemment classifiés, et donc d'anticipation des quantités à produire. Il en résulte une utilisation sous-optimale de l'outil de production interne et de la chaîne que les industriels équilibrent le plus souvent, et fort heureusement, grâce à l'export. 70% pour Nexter, 75%. C'est pourquoi nous préconisons d'affermir la visibilité pour les entreprises ainsi que la régularité des commandes étatiques. Nous en venons à présent à un enjeu particulièrement important à nos yeux, celui de la filière de petit calibre. La filière munitionnaire française est quasi intégralement souveraine, vous le savez, chers collègues. La filière française du petit calibre a été abandonnée en 1999. Les causes de l'absence d'industrie munitionnaire de petit calibre en France étaient à l'époque principalement économiques, le marché mondial du petit calibre étant unanimement considéré, jusqu'à il y a encore peu, comme abondant et fortement concurrentiel. J'estime pour ma part que cette analyse, qui émane du ministère des Armées et en particulier de la DGA, est datée. Au vu de l'inflation du prix des munitions de petit calibre et du contexte stratégique international, la France n'est plus dans la même situation depuis 2020. Le ministère de l'Intérieur, que nous avons auditionné, nous a fait part de ses difficultés à s'approvisionner en munitions de petit calibre au profit des forces de l'ordre au début du conflit ukrainien. Alors que le ministère de l'Intérieur ne disposait que de 2 mois de stock, il lui a été impossible de se fournir sur le marché international, y compris européen. La bonne santé économique de la filière, américaine notamment, du petit calibre, a pour corollaire un renchérissement des prix subis par les clients. C'est pourquoi il nous semble que les conditions économiques de relocalisation de la filière ont évolué depuis la dernière étude menée par le ministère des Armées. Nous jugeons tous deux que le projet de relocalisation porté par le ministère de l'Intérieur est particulièrement intéressant. Il s'agit de créer une filière de 9 mm pour des munitions de 9 mm sur le territoire national à partir de la réhabilitation d'anciennes usines. Initialement destinée aux forces de sécurité intérieure, cette filière pourrait par la suite, ou en cas d'urgente nécessité, coupler sa production de 9 mm avec celle du 5,56 par exemple, plus spécifiquement destinée aux forces armées. Si je soutiens l'idée d'ensemble, j'émettrai pour ma part quelques réserves à ce projet de relocalisation. Naturellement, si elle doit être effectuée, la rentabilité du projet doit être garantie par des exportations et la production ne doit pas créer un déficit que l'État devrait combler. À défaut de filière nationale, une filière de petit calibre, en coopération avec un voisin européen,
tels que notre partenaire belge, qui a fait des propositions dans ce sens, pourraient être envisagés. En tout état de cause, nous tenons tous les deux à ce que cette relocalisation soit sérieusement étudiée à l'échelon interministériel, et nous répondrons, si vous le souhaitez, à des questions sur ce point. Nous en venons maintenant aux différents leviers à actionner dans le cadre d'une économie de guerre pour accélérer la montée en cadence de la production de munitions. Le premier levier à actionner consiste, selon nous, à simplifier les exigences et les normes. Tout comme les forces, les industriels sont soumis à un corpus réglementaire très dense régissant les activités attenantes aux munitions. Or, les normes en vigueur sont très élevées par rapport à celles qui s'appliquent sur le marché international, conduisant à un renchérissement des coûts et à une augmentation des délais de production pour un bénéfice opérationnel souvent discutable. Le haut degré de précaution imposé doit d'ailleurs être relativisé au regard des réalités du terrain. Nous estimons tous les deux qu'il est nécessaire d'adapter les normes applicables aux industriels aux conditions d'emploi des munitions. L'enjeu est de trouver un juste équilibre entre sécurité et pragmatisme, ce qui suppose de redéfinir la culture du risque et d'adopter une approche de gestion du risque. Toujours s'agissant de la simplification des normes, il faut revenir quelques instants sur la réglementation européenne REACH, qui concerne l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation des substances chimiques. Ce règlement européen, qui est entré en vigueur au 1er juin 2007, est un sujet de préoccupation majeure pour les acteurs de la filière munitionnaire, en ce qu'il entraîne l'obsolescence de certains produits pour lesquels aucune alternative n'a été trouvée à ce jour. Le processus d'autorisation prévu par le règlement a pour effet d'allonger les délais d'obtention d'autorisation d'utilisation de ces produits auprès de la Commission européenne. Ce processus menace directement l'usage du plomb et des sels de plomb qui sont au fondement de toute chaîne pyrotechnique. C'est pourquoi nous considérons qu'il conviendrait impérativement de prévoir des exemptions à la réglementation REACH au profit de la filière munitionnaire de défense. Nous formulons une proposition dans ce sens et peut-être des questions pourraient être posées sur ce sujet. Nous préconisons aussi, toujours dans une optique d'économie de guerre, de faciliter l'approvisionnement en matériaux et en sous-ensembles critiques en relocalisant ce qui peut l'être et en constituant des pré-stocks. De fait, les dépendances aux matériaux critiques constituent un véritable facteur de fragilité, notamment pour les sous-traitants. Les difficultés d'approvisionnement actuellement vécues en temps de crise internationale ne ferait que s'accroître dans l'hypothèse d'un engagement majeur de notre pays contre un compétiteur stratégique. Disposer donc de pré-stocks de composants stratégiques et de sous-ensembles constitutifs, souvent simples mais longs à produire, permet de réduire le cycle de production. Nous proposons aussi de relocaliser les filières les plus stratégiques pour l'industrie munitionnaire, notamment dans le domaine des poudres. Je rappelle que la France ne dispose pas d'autonomie stratégique en ce domaine et qu'elle doit notamment se fournir en Allemagne sur ce segment. Or, l'Allemagne privilégiera sans doute ses propres forces en cas d'engagement majeur. Nous jugeons aussi nécessaire de remettre en cause les dépendances les plus structurelles, en particulier dans le domaine des semi-conducteurs. Rappelons que l'Union européenne produisait 40% des semi-conducteurs sur le marché mondial en 1990, contre moins de 10% désormais. Un autre axe de réflexion majeur est celui des ressources humaines. C'est une évidence, les ouvriers de la pyrotechnie constituent une ressource rare. Outre leurs compétences techniques très pointues, ils doivent présenter un profil psychologique jugé apte à être au contact de matières explosives. Si la filière des munitions ne rencontre pas de difficultés de ressources humaines particulièrement handicapantes à ce stade, il convient de prendre en compte l'enjeu des ressources humaines et à la formation des personnels pyrotechniques. Dans la perspective d'une économie de guerre, le redimensionnement de l'outil industriel nécessiterait la mobilisation rapide de personnel immédiatement opérationnel. À cette fin, une première piste pourrait consister à adapter les règles liées au temps du travail. L'idée de constituer une réserve industrielle, constituée notamment de jeunes salariés de l'industrie munitionnaire, serait également à envisager. C'est d'ailleurs le sens de l'une des propositions que nous faisons.
Toujours dans la même optique et en complément de cette réserve industrielle, je suggère l'idée de constituer une réserve opérationnelle spécifiquement dédiée à la filière industrielle. Et je crois que mon collègue co-rapporteur n'y serait pas opposé. Si vous voulez, on pourrait revenir si une question est posée par la suite. Enfin, le redéploiement des personnels dédiés aux chaînes civiles vers des chaînes militaires au sein d'entreprises duales qui ont une activité civile et militaire est tout à fait possible à certaines conditions, lorsque naturellement les compétences sont requises. Dernier point abordé dans notre rapport dans l'optique d'une économie de guerre, nous envisageons la préparation de l'avenir. La maturation de cette préparation requiert, elle aussi, de l'anticipation. L'histoire de la guerre illustre en effet à quel point l'innovation technique et technologique conditionne la souveraineté et l'autonomie stratégique d'un État, tant pour préserver sa crédibilité sur la scène internationale, dans une logique dissuasive, que pour assurer sa supériorité sur le champ de bataille. Les missiles hypersoniques, la technologie quantique, les armes à énergie dirigée sont autant d'axes d'effort devant garantir la crédibilité de nos forces. La maîtrise des capacités de haut du spectre doit permettre d'assurer demain les opérations d'entrée en premier. Cette nécessité de préparer l'avenir ne cesse de se renforcer à la lueur de l'évolution des menaces dans un environnement stratégique caractérisé par le retour des États-puissances, le détournement de technologies issues du monde civil et l'accélération constante du rythme de l'innovation facilitée par le développement du numérique. Encore une fois, cette nécessité d'innover ne doit pas occulter l'importance cruciale du panachage entre masse et technologie évoquée en amont. Il convient donc d'accompagner les évolutions technologiques prioritaires. Parmi elles, nous avons notamment identifié l'allongement des portées, l'amélioration de la précision et la diversification des effets des munitions actuelles. La sophistication croissante des munitions va dans le sens de l'entrée en service progressive des munitions de plus en plus précises aux effets de plus en plus modulables. L'objectif clé est bien d'optimiser les performances des munitions selon les axes que nous venons de citer. Ainsi, par exemple, l'obus de précision 155 mm Katana, développé par Nexter, vise un cercle d'erreur probable de niveau décamétrique. 50% des coups tomberaient à moins de 10 mètres de leur cible. Cette munition d'artillerie intelligente offre l'avantage de ne pas requérir d'infrastructures ou de changements lourds des forces. Face à l'augmentation globale de l'intelligence des missiles, les systèmes de contre-mesure doivent également être perfectionnés pour continuer de les contrer. Les évolutions privilégient des systèmes de protection multicouches alliant plusieurs types de masquage leurrage. Un exemple particulièrement intéressant d'innovation à accompagner est celui des munitions téléopérées. Apparu à l'automne 2020 dans le conflit du Haut-Karabakh entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, puis lors du conflit ukrainien, ces munitions se sont désormais imposées sur le champ de bataille. Il s'agit de munitions de masse destinées à frapper l'ennemi tant sur le plan matériel que sur le plan psychologique. Ces munitions présentent l'avantage d'être généralement très peu chères. Et l'on estime que pour 1 euro dépensé dans une munition téléopérée, les dégâts sur le matériel ennemi atteignent entre 5 et 15 euros. En outre, la destruction d'une munition téléopérée emporte moins de conséquences que celle d'un avion. Utilisées en masse, ces munitions permettent de saturer facilement l'espace aérien adverse et de neutraliser ses défenses antiaériennes. En outre, les incréments apportés permettent de plus en plus d'allonger la portée des munitions téléopérées pour frapper dans la profondeur. Enfin, la projection de ces munitions exerce une forte pression psychologique, distillant la peur sur le champ de bataille. En matière de munitions téléopérées, il faut constater que la France accuse un retard extrêmement important et qu'elle doit rattraper de toute urgence. D'où l'importance de soutenir l'effort annoncé par le ministre des Armées récemment, Sébastien Lecornu, dans le cadre de la future loi de programmation militaire, visant à doter les forces françaises, selon lui, de plusieurs milliers de munitions téléopérées à l'horizon 2030. Ce sont les appels à projets Lariné et Colibri dont nous parlons actuellement. Il nous semble essentiel de favoriser une fabrication française, limitant au maximum les composants importés de l'étranger, mais également de se doter de plusieurs milliers de munitions compte tenu
de leur forte attrition. Sur le plan défensif, en effet, l'émergence de ces nouvelles munitions sur le champ de bataille impose de renforcer et d'adapter aussi nos moyens de défense antiaérienne. En un mot, nous proposons de doter les forces de lots de munitions téléopérées capables de faire face à l'attrition propre à la haute intensité et de répondre aux besoins du terrain. Dernière proposition de notre rapport, et non des moindres, nous jugeons essentiel de renforcer le soutien à la recherche-développement. Nous estimons en effet que la remontée en puissance des stocks de munitions ne doit pas se faire au détriment des budgets de recherche-développement, alors que la filière souffre déjà d'un sous-investissement critique en matière d'innovation. Il s'agit en effet de conserver notre supériorité opérationnelle face à des compétiteurs stratégiques qui investissent massivement dans la préparation de l'avenir. L'ensemble des acteurs que nous avons auditionnés a souligné l'importance capitale d'investir dans les études en amont afin que nos armées restent en mesure de faire face aux menaces actuelles et futures. Pour conclure, je tiens également à m'associer à mon collègue pour remercier Aude Delvaux et Apolline pour le travail exemplaire qu'elles ont fourni durant ces 2 mois. Je tiens également à remercier Vincent Bru. Je trouve qu'on a fait un travail, ça a été vraiment un plaisir de travailler donc à tes côtés. Et je pense qu'on a travaillé en bonne intelligence et qu'on est d'accord, je pense, sur l'intégralité du constat et sur la plupart des propositions aussi apportées dans ce rapport. Donc je remercie l'ensemble des acteurs et également des auditionnés durant cette mission. Voilà, chers collègues, nous vous remercions de votre attention et nous sommes prêts à répondre à vos interrogations. Je vous remercie. Merci à tous les deux pour votre travail sur ce sujet si important. Alors, nous avons une trentaine de minutes et une dizaine de questions. Donc, si possible, si vous pouvez vous limiter dans la durée de vos questions pour laisser un peu de temps au rapporteur pour répondre, ce serait super. Pour le groupe Renaissance, la parole est à Benoît Borda. Chers collègues rapporteurs, Monsieur le Président, je vous remercie au nom du groupe Renaissance pour vos propos liminaires très intéressants et très complets. Je souhaiterais faire un focus sur la question des matières premières nécessaires à notre industrie française de défense pour la production de nos munitions. Avec les délais d'approvisionnement pour certains composants, il faut 2 à 3 ans pour fabriquer une munition dite complexe, comme un missile. Ainsi, pouvez-vous nous orienter sur les axes à approfondir pour sécuriser nos approvisionnements en matières critiques? Je souhaite également, chers collègues, évoquer la question des normes appliquées aux activités militaires et en particulier à la gestion des dépôts de munitions. Je souhaiterais notamment savoir si vous estimez que nos normes sont trop strictes et si oui, préconisez-vous un changement d'approche sur la gestion des stocks de matières premières pour pouvoir répondre plus rapidement aux besoins exprimés. Tels sont les 2 points d'attention que je voulais soulever. Et je voulais aussi souligner et saluer la décision du Président de la République très récemment d'avoir débloqué 24 millions d'euros en urgence pour approvisionner et acheter des armes anti-char. Je vous remercie. Merci. Pour le groupe Rassemblement National, la parole est à José González. Oui, merci Monsieur le Président. Messieurs les co-rapporteurs, tout d'abord, permettez-moi, au nom du groupe du Rassemblement National, de vous féliciter, de vous remercier pour le travail que vous avez effectué ensemble dans cette mission. Il est évident que les travaux que vous menez vont servir à la réflexion des membres de cette commission à l'aube de la future loi de programmation militaire, et c'est ce pourquoi il nous tarde de lire votre rapport. Ceci étant dit, sur ce nouveau point, j'aimerais rappeler l'attachement du groupe du Rassemblement national à l'indépendance et à la souveraineté de la France, laquelle doit, je le pense, privilégier une logique de stock et non de flux tendu, tel que cela a prévalu ces dernières années, si l'on veut pouvoir faire face au premier choc d'un conflit de haute intensité. Dans cette lignée, il semble primordial d'augmenter le volume de nos stocks de munitions si on veut garantir notre autonomie stratégique. Or, pour y parvenir, il convient de s'interroger sur la nécessaire relocalisation d'une filière de munitions, notamment de petits calibres. Je parle de petits calibres, le 5,56, le 7,62, 9 mm ou 12,7, effectivement. Nous avons sacrifié un fleuron de l'industrie française, Manurin, il y a quelque temps, et nous sommes maintenant dépendants de l'Allemagne, du Royaume-Uni, des États-Unis, des Émirats et du Brésil. Rappelons que pendant l'invasion de la Crimée par la Russie, la livraison des calibres 9 mm qui servent surtout aux armes de poing de la gendarmerie et de la police a eu un retard de 9 mois. Alors, cette question est plus que jamais actuelle, non seulement du fait du retour de la guerre sur notre continent avec des risques
certains, mais aussi car la pandémie du Covid-19 a mis en exergue la dépendance de la France aux États étrangers avec l'exemple ahurissant de masques de protection dont la pénurie passée doit nous alerter quant à nos stocks de munitions. Et certes, on l'a souligné tout à l'heure, en période de guerre, il y a des alliés, mais surtout des intérêts nationaux. Et on n'est jamais si bien servi que par soi-même. À cet égard, messieurs les co-rapporteurs, plusieurs questions me viennent, corollaires les unes des autres. Premièrement, qu'est-il réellement possible de relocaliser en France ? Deuxièmement, quelles solutions doit-on envisager pour y parvenir? Et enfin, quels sont les éléments de notre rapport que votre rapport vous a permis de mettre en lumière pour atteindre cet objectif d'indépendance et de souveraineté? Merci à tous les deux. Merci. Pour le groupe Les Républicains, la parole est à Jean-Louis Thiriot. Un peu long. Merci, Monsieur le Président. Merci, messieurs les... pour cette présentation de qualité. Vous avez évoqué un sujet à la fois capital en ce qui concerne l'économie de guerre et sur lequel nous avions déjà attiré l'attention dans d'autres missions que nous avions faites sur la BITD ou sur la haute intensité, c'est la nécessité pour nos industriels d'avoir une vision à long terme en ce qui concerne leur carnet de commandes. En même temps, le ministre des Armées insiste sur la nécessité pour nos industriels de prendre une part de risque, ce qu'on peut entendre, mais un industriel ne peut prendre que des risques calculés qui lui permettent d'amortir les chaînes de production ou les outils industriels qu'il développe. Donc ma question concerne les outils juridiques qui pourraient être développés. Il y a évidemment les commandes fermes, ça c'est tout simple. Mais avez-vous travaillé sur des outils qui pourraient être des lettres de confort, des lettres d'intention ou des outils où une commande minimum est garantie seulement si des débouchés à l'export ne sont pas trouvés, ce qui permettrait à la fois de lisser les carnets de commandes et de permettre aux industriels d'aller plus loin dans les investissements qu'ils doivent faire. Deuxième question, mais qui rejoint la première, vous avez évoqué un sujet majeur qui est celui des pré-stocks qui sont nécessaires. Quel financement voyez-vous pour ces pré-stocks? Nous avions travaillé là-dessus aussi dans notre mission sur la haute intensité. Cela doit-il être un financement étatique? Cela devrait-il être une mutualisation des stocks avec des flux glissants, c'est-à-dire que des industriels investissent dans un stock et le flux sortant est remplacé par du flux rentrant. Enfin bref, quelle est votre vision sur ce sujet? Je vous remercie. Merci. Pour le groupe démocrate, la parole est à Josie Pouetto. Oui, merci, merci Monsieur le Président, Messieurs les rapporteurs, chers collègues. Le groupe démocrate vous remercie pour vos travaux très éclairants à tous les deux, ainsi qu'avec les personnes qui vous ont effectivement accompagnés. La guerre en Ukraine a révélé que la question des stocks de munitions est particulièrement importante et sensible, alors que la France a longtemps sous-investi dans les armées et qu'elle se doit désormais de se préparer à intervenir dans un conflit de haute intensité. Il est important que nous reconstituions nos stocks de munitions. Comme vous l'avez évoqué, cela impose d'avoir une BITD qui soit en capacité de répondre aux besoins des armées françaises, et la LPM, que nous allons bientôt étudier, pourrait insister sur la nécessité pour l'État de donner des gages aux industriels et des perspectives pour les commandes. Nous devons aussi penser à nos alliés européens, avec qui nous collaborons pour produire des armes et des munitions et pour en fournir à l'Ukraine. Et le secrétaire général de l'OTAN a alerté les États de l'Alliance sur le fait que le rythme actuel de consommation des munitions par les forces ukrainiennes est bien plus élevé que le rythme de production des industries de défense européennes. Dans le contexte d'une guerre de haute intensité, il incombe à l'État, par le biais des industriels, d'accroître significativement sa cadence de production et de munitions. Les matières premières en quantité sont essentielles, mais les ressources humaines doivent soutenir l'effort. Comment les industriels peuvent-ils garantir cette hausse de ressources humaines ? Dans ce contexte, comme vous l'avez montré, il y a avant tout un enjeu stratégique à développer la filière munitionnaire française. Dans le rapport de la Commission de la Défense sur la filière munitions datant de 2015, les co-rapporteurs alertaient déjà sur le défi que représenterait l'entrée en vigueur de la réglementation européenne REACH, qui représenterait un coût significatif affectant particulièrement l'industrie munitionnaire.
8 ans plus tard, la question semble toujours d'actualité. Dans quelle mesure les enjeux de cette réglementation menacent-ils la filière munitionnaire française et par conséquent l'autonomie stratégique de nos forces, et quelles solutions peuvent être privilégiées pour y remédier? Je vous remercie. Merci. Pour le groupe socialiste, la parole est à Mélanie Thomas. Merci, Monsieur le Président. Merci pour votre travail, chers collègues rapporteurs. Ils font écho à des travaux précédents concernant les politiques d'approvisionnement de nos armées qui avaient été menées dans les législatures précédentes, notamment par le président Chassaigne. Alors, évidemment, il s'agit d'une question clé de la capacité de nos armées, sans doute trop négligée antérieurement à l'agression de la Russie en 2022. Aujourd'hui, l'enjeu de nos réflexions est de ne pas dupliquer les besoins de l'Ukraine pour la France, puissance dotée, ou l'Union européenne. De la même manière que pour la défense solaire, notre liberté d'action se mesurera à l'aune d'assurer la dissuasion par nos forces conventionnelles de défense et d'autre part notre capacité à soutenir nos alliés rapidement et fortement. Alors, quelle analyse faites-vous de l'importance des stocks nominaux d'armement et leur partage à l'échelle européenne où coexistent des systèmes d'armes différents? Et enfin, comment considérer la plasticité de nos industries européennes pour assurer des montées en charge rapides, subies ou souhaitées? Et comment la mettre en œuvre en incitant une trajectoire d'autonomie européenne si celle-ci n'est pas utopique? Et permettez-moi aussi de vous demander une réaction parce que nous avons eu l'occasion d'entendre hier les propos du secrétaire général de l'Alliance Atlantique, M. Jens Stoltenberg, qui hier a fait l'aveu que l'Europe est à court de munitions. Alors je voulais avoir vos réactions à ce sujet. Je vous remercie. Merci. Pour le groupe Horizon, la parole est à Jean-Charles Arsenault. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, cher rapporteur, pour ce travail fourni et méticuleux. J'aurai deux questions, l'une sur les normes, l'autre sur le petit calibre. Sur les normes, vous avez évoqué l'impératif de sécurité qui s'impose. Nos armées ont eu une approche, une politique parfois caractérisée de muratisation, vous savez, pour des munitions à risque atténué, qui visent évidemment à résister pour ces munitions à une agression externe. Je pense par exemple à des munitions embarquées sur un porte-avions, où bien sûr il faut pouvoir résister à différents rayonnements électromagnétiques, à des sources de radioactivité, etc. Est-ce que vous avez, dans le cadre de vos travaux, poursuivi la réflexion sur la question des normes, des spécifications, peut-être des surspécifications, et de celles qui pourraient ou pas procéder, ou en tout cas nécessiter des ajustements? Je vous remercie pour vos réflexions à ce sujet. Deuxième point, la filière petit calibre. Comme vous, je pense que le contexte a évolué. Je pense que votre point d'entrée par les forces de sécurité intérieure est intéressant parce qu'en effet, ce sont principalement les forces de police et de gendarmerie qui ont connu un stress, et vous l'avez dit, au moment du début de la guerre en Ukraine. Et je voudrais aller un petit peu plus loin avec vous sur cette question. C'est vrai que différentes approches sont possibles. En effet, il faut que la filière soit rentable. Vous avez cité, sans le nommer, un industriel belge, je pense évidemment à Fenerstal. Bon. Est-ce que vous avez travaillé avec des industriels français, avec des sites français? Et je parle d'une manière intéressée à mon territoire, puisque député du Finistère, il y a un site bien connu à Pont-de-Buis, hein, qui, sur la circonscription de ma collègue Thomas, et oui, rendons-lui cet hommage. Voilà. Et donc, est-ce que vous avez pu échanger avec ces industriels et comment voit-il la relance de ces filières de petit calibre, singulièrement pour nos forces de sécurité intérieure? Je vous remercie. Merci, chers collègues. Alors, il nous reste 20 minutes et nous avons encore 5 questions complémentaires. Je propose aux orateurs, si possible, de se limiter à 1 minute. La parole est à Michel Martinez. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les co-rapporteurs, mes chers collègues. Nous avons entendu la semaine dernière Madame Lizaud et Madame Pic nous présenter leur mission d'information sur la préparation opérationnelle. Nous avons tous été d'accord sur le fait que des efforts devaient être mis en place afin d'intensifier cette dernière, notamment dans le cadre des conflits de haute intensité.
Et donc, a fortiori, si le nombre d'entraînements augmente, le nombre de munitions nécessaires au bon déroulement de ceux-ci augmente aussi. De même, afin que les entraînements apparaissent le plus proche de la réalité du terrain, utiliser des munitions réelles lors de ceux-ci apparaît comme une solution. Et cela permettait de mettre en place un roulement perpétuel dans les bases de stockage et d'éviter les pertes de munitions dues à leur péremption. Ma question est donc la suivante. Comment l'accroissement des besoins à l'entraînement s'intègre-t-il dans la recomplétion des stocks de munitions? Je vous remercie. Merci. La parole est à Jean-Pierre Cubert-Tafon. Ça y est. Vas-y, Jean-Pierre. Ce n'est pas une question, en fait, c'est une remarque. Nous avions réalisé en 2020 avec le président Chassaigne un travail qui était la politique d'approvisionnement des équipements, dont les munitions. Et nous nous étions rendus justement à Pont-de-Buis, chez Nobel Sport, il ne faut peut-être pas le citer, et qui était à l'époque tout à fait favorable à la fabrication de... Nous, ça comportait les petits équipements, mais bien entendu, les munitions étaient comprises. Alors je vous invite, mes chers collègues, à relire ce travail. Peut-être que vous l'avez déjà fait. Merci. Merci. La parole est à Michael Taverne. Merci, Monsieur le Président, mes chers rapporteurs, mes chers collègues. Alors, en fait, là, cette question a déjà été quasiment posée, puisque j'aimerais vous interroger plus précisément sur les questions de stock de petits calibres, notamment pour nos forces de sécurité intérieure. Donc, ça rejoint un petit peu notre collègue. Étant formateur en police nationale pendant plusieurs années, j'ai été confronté à des problèmes de stock, de livraison, qui avaient incontestablement une incidence sur l'entraînement des policiers. Et comme vous le savez, en termes de cartouches, nous sommes très dépendants de pays étrangers. Ainsi, je souhaitais connaître votre sentiment quant à l'opportunité et la faisabilité d'une relocalisation en France, d'une production de munitions de petit calibre, qui s'appuierait notamment sur des infrastructures existantes, conception de cartouches de chasse ou alors de tirs sportifs. Et donc vous avez auditionné le ministère de l'Intérieur à ce sujet. Pensez-vous que le gouvernement peut s'engager dans cette voie qui pourrait être justement destiné aux forces de sécurité intérieure et aux armées. Merci. Merci. La parole est à Yannick Favennec-Becco. Merci, Monsieur le Président. Moi, je souhaiterais aller au-delà des stocks de munitions proprement dit pour orienter ma question vers les stocks militaires et plus particulièrement ceux de l'armée de l'air et de l'espace. La logique d'économie de guerre dans laquelle nous avons récemment basculé impose effectivement de réapprovisionner les stocks de munitions. Et si le PLF de 2023 affecte 2 milliards d'euros d'autorisation d'engagement pour le stock de munitions et notamment des missiles RR Mika, qu'en est-il, par exemple, des stocks militaires, par exemple ces avions de combat sans lesquels l'utilité des missiles resterait vaine? Et le conflit ukrainien nous a démontré que même des engins anciens mais maintenus opérationnels, pouvaient s'avérer décisifs lors des combats. Donc, plus généralement, est-ce que vous avez effectué une réflexion, est-ce que vous avez une réflexion sur le passage de nos modèles de production et d'équipement des forces d'une logique de flux tendu, plus adaptée à des interventions ponctuelles et choisies sur la scène internationale, à une logique de stock pour pouvoir répondre à des crises et à l'hypothèse d'un engagement majeur? Est-ce que vous avez des orientations sur ce point plus précisément? Je vous remercie. Merci. Et enfin, la parole est à Frédéric Bocaletti. Monsieur le Président, messieurs les rapporteurs, à l'occasion de votre présentation, vous avez insisté sur la nécessité d'entretenir un stock de munitions cohérent et suffisant. Celui-ci devant permettre aux armées d'organiser une réponse rapide à toutes les crises auxquelles elles seraient susceptibles d'être confrontées. Cela doit, à mon sens, passer par la relocalisation des productions de munitions afin de garantir la souveraineté de la nation. De plus, le soutien et l'investissement de ces filières de production de munitions en France permettrait également de reconstruire une filière nationale d'excellence. Les retombées économiques pour la nation seraient non négligeables. Je pense notamment à l'emploi et la redynamisation économique des territoires devenus des déserts industriels. Dès lors, pouvez-vous me dire, nous en dire un petit peu plus sur la possible création d'un programme de pilotage avec la Direction générale de l'armement visant à soutenir les entreprises de la défense? Je vous remercie. Merci. Messieurs les rapporteurs, nous avons une quinzaine de minutes devant nous. Je vous laisse vous organiser pour savoir qui commence.
Bien, nous allons répondre d'abord à Monsieur Benoît Borda du groupe Renaissance. Merci pour votre question. Approvisionnement en matière critique, je crois qu'on en a un petit peu parlé dans la présentation. Les semi-conducteurs qui sont essentiellement situés en Asie et notamment en Taïwan et qui pourraient poser problème si, dans le cadre de notre défense de nos territoires d'outre-mer, il y avait des conflits d'intensité dans cette zone-là. On a dit, je crois, tout à l'heure que nous souhaitons un développement européen. Mon collègue a rappelé qu'en 1990, 44% de la production de semi-conducteurs était européenne et elle est tombée à 9% aujourd'hui. Nous sommes trop dépendants de Taïwan et les États-Unis ont d'ailleurs pris la mesure puisqu'ils sont en train de faire un effort considérable pour une programmation de production de semi-conducteurs en réaction justement contre cette suprématie asiatique. Sur les matières premières également, nous avons attiré l'attention sur un certain nombre de matières premières critiques, comme l'aluminium, le nickel, le titane et le palladium, et sur le fait de faire des stocks de sécurité. Qui doit les faire? C'est évidemment les industriels, mais l'État doit certainement participer pour assurer que ces stocks de matières premières soient réels. Ce que on pense normalement, je pense du côté du ministère des Armées, c'est que l'État n'est pas simplement le banquier. Je crois que sur cette question et sur d'autres, il est important de signaler que les industriels doivent prendre des risques. Et je réponds un peu aussi à votre question, on doit prendre des risques. Tout industriel prend des risques quand il produit quelque chose. Et il n'y est pas normal, dès lors que les industriels en matière de munitions ne prennent pas les mêmes risques industriels, les mêmes risques commerciaux, les mêmes risques financiers que d'industriels normaux. Sur les normes, on parlera tout à l'heure des normes REACH et peut-être des dérogations que l'on souhaite voir actées, mais simplement, de manière générale, la France est la championne des normes. Comme on le sait, les normes sont très très compliquées. La DGA applique parfois de manière assez rigoureuse ses missions, et la mission notamment de qualification et de certification. Parfois même, elle va au-delà de ce que demandent les industriels sur la durée d'utilisation de certaines munitions. Donc tantôt c'est restrictif, tantôt c'est un peu plus large. Tout ce qu'on peut dire, c'est que de manière générale, ce qu'on souhaiterait, c'est qu'on se mette au niveau et au standard de l'OTAN. Puisque de toute façon, il est possible d'utiliser des munitions qui viennent des États-Unis dans certaines situations, je pense à des missiles, et par conséquent, si nos standards sont plus exigeants que les standards de l'OTAN, je pense qu'il peut y avoir un assouplissement de ce point de vue-là. Puis alors, enfin, sur les normes, il y a aussi la question de l'acier, mais enfin, je n'y reviens pas puisqu'on l'a traité. Voilà. Oui, juste un complément du coup sur les stocks de matières premières. Je pense que les industriels sont prêts à faire l'effort de faire un stock de matières premières si, encore une fois, on a cette garantie de commande sur la durée, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'ils ne souhaitent pas prendre le risque, ce qui est compréhensible. Je pense que ce problème de stockage de matières premières sera résolu le jour où on aura des commandes sur plusieurs années, du moins une garantie. Il y avait une question d'ailleurs dans ce sens-là. Je crois que c'était M. Cubertafon ou M. Thériault. Sur un plancher, en fait, on a proposé un plancher, une commande plancher de munitions qui garantirait donc une production minimale sur le long terme, ce qui permettrait donc d'avoir une visibilité pour ces industriels et donc qui pourraient prendre le risque entre guillemets de faire des investissements sur cette matière première, sachant que, à mon sens, ce n'est pas incompatible avec un stock d'urgence de matières premières étatique, ce qui permettrait en cas d'urgence d'avoir cette garantie en plus des stocks des industriels. Voilà, je vais revenir sur le petit calibre. On a eu plusieurs questions en ce sens.
Donc sur le petit calibre, donc je pense que vraiment pertinent le projet du ministère de l'Intérieur. On partage cette vision des choses. Un projet qui est, semble-t-il, assez avancé, qui serait donc un projet de société type SAS, public-privé, ce qui permettrait d'avoir un avantage sur les prises de commandes directement par le ministère et la DGA. Donc il y avait une question sur l'acteur privé qui serait impliqué, donc je ne sais pas si on peut citer, mais bon, effectivement, voilà, il a été cité, donc Nobel Sport est effectivement impliqué sur ce dossier-là. On a aussi donc des acteurs qui produisent des matières premières françaises, donc qui seraient impliqués sur ce projet-là. Je pense à Eurenco pour la poudre, par exemple. Donc on a vraiment aujourd'hui tout l'écosystème et on a déjà coché toutes les cases aujourd'hui pour que ce projet aboutisse. Il n'y a plus qu'une question de volonté politique, je pense, pour que ce projet aboutisse à assez court terme au final, parce qu'on nous a parlé de munitions dès fin 2024. Donc c'est un projet quand même qui semble assez avancé et prêt à démarrer assez rapidement. Voilà, donc je pense que cette relocalisation est indispensable. On en a parlé, on n'était pas dans la même logique il y a quelques années. Donc on a parlé cette filière avait fermé pour des raisons économiques. Bon, je ne partage pas forcément ce choix parce que, encore une fois, je pense que la souveraineté doit être placée au-dessus des logiques économiques dans ce domaine régalien. Mais aujourd'hui, donc les cartes sont rebattues. On en a parlé. Donc, au vu de l'inflation et du marché de la petite munition, il y a une vraie plus-value aujourd'hui à relocaliser cette activité-là, à la fois pour notre indépendance, mais aussi d'un point de vue économique. On nous a indiqué que sur les munitions, sur une munition, on ferait une économie de 6 centimes par rapport au marché international. Donc ce n'est pas neutre. Et ce marché-là serait viable uniquement, ne serait-ce qu'avec les marchés nationaux que sont donc les ministères de l'Intérieur pour les forces de l'ordre, les douanes au niveau du ministère de l'économie, au niveau des agents pénitentiaires et donc potentiellement le ministère des Armées. Sachant que donc on commencerait sur du petit calibre 9 mm, qui permettrait donc de retrouver cette compétence et ces process-là en vue éventuellement de créer dans un second temps d'autres chaînes, par exemple sur du 5,56 qui serait encore plus pertinent pour nos armées ou du 12,7. Donc il y a vraiment une plus-value à retrouver cette industrie de petit calibre en France, à mon sens. Sur le petit calibre ou tu continues sur d'autres sujets? Oui. Si vous me permettez, je voudrais quand même donner mon point de vue sur ce petit calibre. Naturellement, je partage à peu près ce qu'a dit mon collègue, bien évidemment, mais il y a quand même quelques tempéraments à avoir. D'abord, ce n'est qu'un projet. Ce n'est qu'un projet qui n'est pas abouti. La forme en forme de société n'est pas du tout abouti. Deuxièmement, ça ne concerne que le 9 mm, c'est-à-dire les forces de l'ordre, la police, la gendarmerie, les douanes, les gardiens de prison, les sociétés de sécurité privées et le continuum de police municipale. Mais actuellement, ce n'est pas envisagé pour le 5,56, donc ça ne concerne pas directement pour l'instant la défense. Donc c'est un deuxième. Troisièmement, ça doit être évidemment rentable, comme on l'a dit. Il ne s'agit pas de le financer. Et quatrièmement, certes, si ce projet peut aboutir, et notamment en Bretagne, comme on le souhaite, tant mieux. Mais il ne faut pas laisser de côté d'autres pistes, et celles que j'ai indiquées, c'est-à-dire une coopération entre la France et la Belgique pour aboutir au même résultat, avec la certitude là que l'on touchera le 9 mm, c'est-à-dire le 5,56, pardonnez-moi, c'est-à-dire des armes qui concernent bien la défense nationale française. Allez, pardon. Juste un dernier complément sur cette relocalisation. Donc on a des chiffres entre 40 et 100 millions d'euros pour relancer l'activité, ce qui me paraît quand même assez moindre par rapport à notre LPM. Donc voilà, je pense que encore une fois, c'est une question de choix politique. C'est pas un investissement déraisonnable. Et encore une fois, c'est une garantie de notre souveraineté nationale. On avait une question sur la garantie sur les hausses de cadence de production dans un contexte de haute intensité. Déjà, donc, je pense que cette visibilité à long terme permettra aux entreprises de réinvestir sur éventuellement des nouvelles chaînes de production, qui permettra de s'adapter plus facilement à une hausse de la cadence.
Et ensuite, il y a cette question, donc je pense notamment à la réserve opérationnelle et la réserve industrielle, qui, je pense, sont des pistes intéressantes justement pour avoir une certaine souplesse au-delà donc des salariés des entreprises actuellement. Ces réserves permettraient justement de pouvoir faire appel à ces courts termes à des personnes déjà formées, donc que ce soit donc des jeunes retraités du secteur, ou des personnes, des techniciens qui sont encore en activité, mais qui seraient détachés pour renforcer notre industrie de défense en cas de besoin. Voilà, je pense que c'est indispensable. Et je pense que c'est aussi corrélé au fait de retrouver un stock de munitions. Si on a un stock de munitions conséquent, ça nous permettra de pouvoir anticiper sur une durée un peu plus raisonnable la montée en puissance de nos industriels. Voilà, le fait de ne pas avoir aujourd'hui de stock de munitions nécessaire risque effectivement de mettre en difficulté nos industriels. Si on a un stock de munitions relativement conséquent, on aura une visibilité et une possibilité de nous adapter sur un terme un peu plus raisonnable. Pour M. Thiriot qui nous a quittés, il parlait évidemment de risques industriels. J'y ai répondu. De vision à long terme. Et également, il parlait de comment faire des accords avec les industriels, sous quelle forme. Est-ce qu'on a réfléchi un petit peu à cela? Alors, il a parlé de commande ferme, de lettre d'intention. Oui, c'est le mécanisme d'un lettre d'intention avec une commande de la DGA, en partenariat évidemment avec le ministère des Armées, et en coopération avec les industriels. Il y a également une autre formule, c'est les contrats planchers pluriannuels qui sont utilisés par nos amis britanniques et allemands, qui garantissent aux industriels un flux minimal de production. Ça peut être également une autre piste. Je rappelle qu'en matière de risque de conflit de haute intensité, il y a une procédure un peu accélérée qui s'appelle l'urgence opération, si l'urgence est avérée, qui peut être utilisée. Il ne s'agit pas de mettre de côté le Code des marchés publics, mais d'accélérer la procédure. De manière générale, donc, il faut assurer une régularité des commandes pour éviter des ruptures de production, des pertes de compétences et des pertes de confiance avec les industriels. Vas-y, dans l'ordre, c'est Josy Poitou après. J'étais sur la question de Mme Martinez sur la préparation opérationnelle. Effectivement, c'est un enjeu et ça colle sur cette logique de stock. Ça serait un atout pour nous. Alors, on en a parlé la semaine dernière et encore ce matin, la préparation opérationnelle en munitions réelles est nécessaire. Elle ne remplacera jamais totalement la simulation. Et puis l'avantage de cette préparation opérationnelle à balles réelles et plus régulièrement permet également de faire rouler ce stock de munitions. On voit aujourd'hui sur des munitions complexes, nos opérateurs, nos militaires n'ont pas forcément tiré ne serait-ce qu'une seule munition de munitions complexes. Donc ça pose effectivement des problèmes. Et le fait de tirer donc des munitions qui arrivent peut-être à mi-vie ou en fin de vie permet justement ce roulement qui est nécessaire. Et on doit effectivement, je pense, encourager ces entraînements à munitions réelles, sachant qu'il n'est pas forcément évident de faire des économies à tirer avec des munitions d'entraînement. On en a parlé. Donc les munitions d'entraînement ont le désavantage de devoir nécessite un nouveau process, une nouvelle chaîne par rapport à la fabrication de chaînes de munitions réelles. Et donc les économies à faire des munitions d'entraînement ne sont pas forcément évidentes, voire même parfois plus coûteuses que des munitions réelles. Donc pour nous, je pense qu'il est vraiment avantageux à tout point de vue de faire tirer, d'entraîner nos militaires avec des balles réelles. Alors, pour Josy Poitou, donc il y avait, je crois, deux questions, me semble-t-il. D'abord, une question de ressources humaines et une question des normes REACH. C'est bien ça?
Sur les ressources humaines, on touche là l'économie de guerre, comment monter en puissance. Les industriels nous ont dit qu'ils étaient capables d'augmenter les cadences de production, en particulier avec le 3-8, le travail le week-end. Peut-être en situation de guerre, nécessité faisant loi, il pourrait y avoir des adaptations au Code du travail, mais enfin, ceci n'est pas abordé encore. Mais il est certain que c'est une possibilité. La deuxième possibilité qu'on a indiquée, c'est que dans des industries duales où il y a une activité civile et une activité militaire, il serait possible, autant que de besoin, de basculer effectivement les personnels civils vers de la production militaire, si évidemment ils en ont les compétences, mais les formations peuvent être faites et vérifiées. Troisièmement, il y a la réserve industrielle. Effectivement, un gros industriel nous a évoqué cette possibilité de réserve industrielle qui permettrait en effet à des jeunes retraités, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, ou des personnes qui ont quitté l'entreprise, de revenir sous statut civil, bien sûr, de salariés, pour renforcer les équipes. Et enfin, moi je proposais la réserve opérationnelle, puisque le chef de l'État a bien dit que la réserve opérationnelle, ce n'était pas uniquement de manière sur le front, mais que ça pouvait être consacré à d'autres tâches comme la cyber. Il fallait élargir cette notion de réserve opérationnelle. Et nous pensons que cette réserve opérationnelle pourrait permettre à plusieurs centaines de personnes sous statut militaire, donc réserve opérationnelle, d'abonder les effectifs des industries. Deuxième question, c'est REACH. Je vais passer très rapidement. Ce sont des activités, vous avez raison de le rappeler, qui sont des activités dangereuses par définition, dans des installations classées pour la protection de l'environnement, des ICPE. Alors, les normes REACH sont entrées en vigueur au 1er juin 2007. Elles imposent des contraintes extrêmement sévères. Les quantités doivent être précisées, soumises à autorisation, parfois même dans des proportions limitées, parfois même des utilisations prohibées. Et c'est donc assez compliqué de discuter, notamment avec l'Union européenne, parce qu'il faut chaque fois se justifier. Ça entraîne un allongement considérable des délais et surtout, cela a un coût considérable. Je n'ai pas le temps de citer le J4, mais nous avons des chiffres là qui montrent qu'on perd 12 à 18 mois et que ça concerne des millions d'euros qui doivent être mis. Donc, allongement des délais d'obtention, autorisation de la Commission européenne difficile à obtenir, des coûts qui sont évalués à 300 millions d'euros pour un industriel, c'est considérable. Et j'ai cité le plomb et le sel de plomb tout à l'heure dans l'exposé, ce qui est compliqué. Alors, notre proposition, qui est la proposition numéro 7, pour aller vite, c'est de dire qu'on souhaiterait non pas supprimer, évidemment, ces normes qui sont importantes sur le plan de l'environnement, tout le monde est d'accord, et sur le plan de l'acceptabilité sociale, qui est aussi quelque chose de très important. Mais on pense qu'on pourrait modifier un petit peu, donner plus d'exemptions, obtenir ces exemptions de la part du ministère de la Transition écologique. C'est en tout cas la proposition qui est faite. Je vais essayer d'aller rapidement donc, sur les dernières questions, si je peux. Donc, au niveau des propos donc, récemment tenus donc, sur le fait que l'Europe est à court de munitions, notre rapport s'est arrêté au cadre national, donc je n'irai pas m'engager sur le climat européen. Mais pour ce qu'il en est de notre propre stock, effectivement, nous ne sommes pas en mesure aujourd'hui de tenir un conflit de haute intensité. Et donc, je pense qu'il y a eu une prise de conscience récente qui vise à combler donc, ce déficit. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire. Sur l'interopérabilité au niveau européen, donc effectivement, c'est un enjeu clé. D'autant plus que le président de la République veut qu'on soit une nation cadre et qu'effectivement, si on veut mener des opérations et être à la tête de file de ces opérations, effectivement, nous devons avoir un stock conséquent et pouvoir se les mutualiser entre alliés.
Donc effectivement, je rebondis d'ailleurs sur ce sujet-là, sur le sujet du stock, mais il y a aussi un enjeu de crédibilité au-delà de l'aspect opérationnel, au niveau de notre diplomatie et de notre crédibilité à l'international. Si nous ne sommes pas en capacité d'être indépendants sur nos stocks de munitions, nous perdons effectivement de crédibilité sur la scène internationale, et donc il y a une nécessité de reconstituer un stock important. Sur l'avantage des relocalisations, donc effectivement, au-delà de l'aspect opérationnel, relocaliser des activités de production de munitions, notamment donc, dans ce cas précis, la petite munition, permettra effectivement de recréer de l'emploi dans le pays. Il y a une notion économique non négligeable, notamment dans des territoires où la désindustrialisation a fait son œuvre. Notre industrie de défense est répartie sur l'ensemble du territoire et en général n'est pas en métropole, justement. Donc on a tout intérêt, je pense, à développer cette industrie de défense, notamment que les acteurs principaux font travailler énormément de sous-traitants. Je pense à MBDA qui a 1600 sous-traitants, et c'est souvent des TPE, PME. Donc ça va renforcer tout notre tissu économique que bénéficiera de fait aussi le marché civil, parce que nos entreprises de défense sont souvent duales, et d'autant plus, je pense, leurs sous-traitants. Donc on a tout intérêt à relocaliser certaines activités. Voilà. Et juste une dernière chose sur le panachage. Donc il a été question donc, de massifier donc, nos stocks et nos munitions. Voilà, on a souligné dans notre rapport le fait qu'il fallait donc réinvestir sur des munitions de masse de façon à pouvoir saturer nos opposants dans un conflit de haute intensité. C'est une nécessité, mais ça ne remplacera pas des munitions complexes qui permettent, qui n'ont pas la même utilité sur le champ de bataille et qui permettent de neutraliser des cibles plus, on va dire, avec une plus forte valeur ajoutée. Plus sensibles, et qui sont donc ces munitions sont plus précises. Donc voilà, encore une fois, je pense que c'est un peu une caisse à outils. On peut avoir une belle perceuse, mais il faut également avoir un marteau qui fonctionne bien. Il faut avoir toute cette palette d'outils. Et donc, pour rappel, ces munitions rustiques pourraient neutraliser 90% des cibles en opération, et 10% restantes sont de l'affaire des munitions complexes. Je vois que peut-être que la Hubertin Fon souhaite intervenir, mais 10 secondes maximum en allumant le micro. La coopération avec l'entreprise que je ne citerai pas de Bretagne n'est pas incompatible avec la Belgique. Hein. Merci en tout cas. Merci en tout cas à nos collègues Rancoul et Bru pour leur excellent travail. Et bien entendu, on sera tous attentifs à la publication du rapport, que je vais d'ailleurs vous demander d'autoriser la publication. Je ne vois pas d'opposition, pas d'abstention. Merci et bon appétit à tous, tout simplement.